L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Voilà comment le pouvoir tolère nos luttes. Locales, sectorielles, dispersées. Eh bien, pas de bol pour lui. Aujourd'hui, nous changeons les règles du jeu. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur. Les petits pas, ça suffit pas les petits pas, ça suffit pas les petits pas. Est-ce qu'on peut se mobiliser sans faire de manifestation ? Les petits pas, ça suffit. Alternatiba, ce sont des militantes et des militants, plus chauds que le climat. Pendant 4 mois, ils et elles ont sillonné la France sur leurs petits vélos. Elles sont là, après 5800 km, 200 étapes pour le climat, pour les alternatives. Wabayan, comme vous êtes beaux! Merci d'être venus aussi nombreux accueillir le Tour Alternatiba. Alternatiba, la transition est là. Alternatiba, c'est un mouvement qui porte beaucoup sur l'idée du local, voire du municipalisme, changer peu à peu, ville par ville, personne par personne. Est-ce que cette inspiration-là, elle peut peu à peu se mener à des changements plus larges? Vous parliez tout à l'heure du national, de l'européen, voire même du planétaire. Moi, je crois qu'il ne faut pas perdre trop de temps à réfléchir du bon niveau, parce que c'est à tous les niveaux qu'il faut accélérer. Il faut tout faire en même temps. Moi, je ne crois pas à la fable du colibri où tout le monde fait sa part. Il faut que chacun fasse plus que sa part et il faut absolument coordonner et des actions fortes à tous les niveaux. Aujourd'hui, les gens qui portent l'écologie dans la société ne sont pas du tout assez nombreux. Même quand on a des mouvements ici, 10 000, 15 000 personnes sur ce week-end, 20 000, c'est génial. C'est sur des initiatives aussi belles et porteuses de sens qu'Alternatiba qu'il faut s'appuyer sans doute, mais il faut arriver à mobiliser 1 million, 2 millions de personnes sur ces thématiques-là. De l'autre côté de la France, la même joie, la même détermination et le même besoin d'exister aux yeux du grand public. Les femmes de chambre de l'hôtel Hayat, place Vendôme, manifestent dans les rues des beaux quartiers parisiens. Quel est votre travail ? Femme de chambre. Vous travaillez donc ici dans cet hôtel ? Oui, c'est très très luxe, franchement. Mais malheureusement, c'est pas ça. Dans un palace, c'est pas ça quoi, franchement. C'est pas ça. Nous on veut revendiquer nos droits et puis voilà. Là ça fait plus de 10 jours qu'on est là et puis on est là, on va pas lâcher. On continue. Même 3 mois on va faire. Donc moi c'est Thierry Condi, je suis animatrice syndicale à la CGT-HPE, un des 2 syndicats qui soutiennent ce conflit depuis son début, c'est-à-dire le 25 septembre. On est aux 5 rue de la Paix, au palace Parc Hayat Vendôme. Donc c'est un des plus grands palaces parisiens et par ailleurs le seul palace français qui sous-traite son service d'hébergement. Justement aujourd'hui, elles ne veulent plus de sous-traitance, elles veulent être embauchées directement par l'hôtel, mais pour ça, elles veulent que les salariés de l'hôtel bénéficient du même statut qu'elles. Dans cet hôtel, il y a une situation un peu particulière. C'est une situation, je pense, unique en France, voire même dans le monde, où les salariés de la sous-traitance sont mieux payés et ont un meilleur statut social que celui des salariés en interne. Pourquoi ? Parce que c'est pas par générosité de leurs sous-traitants et encore moins du Hayat, mais simplement parce qu'elles ne sont pas à leur premier conflit. Elles ont déjà fait grève en 2013 et en 2014. Donc c'est des salariés qui reviennent vraiment de loin. Ce qui compte dans les manifestations, c'est aussi le nombre. Comment s'est passée cette manifestation interprofessionnelle ? On a vu des images où s'échappaient des nuages de lacrymo, des pancartes alléchantes, une large présence policière. Alors, Lauriane, bonsoir. Bonsoir Roman. Tu étais sur place à 14h, comment c'était ? Alors, c'était beaucoup mieux qu'espéré. En effet, ce matin, avant de partir, j'avais appelé mes amis avec qui je me promène joyeusement le long des cortèges d'habitude. Alors, certains avaient totalement oublié cette journée de grève. D'autres n'en avaient tout simplement pas entendu parler. Et la plupart avaient la flemme. Et même Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, n'était pas vraiment confiant. J'ai lu ce matin dans une interview au journal L'Humanité, le porte-voix des syndicalistes français, il a déclaré, alors je le cite, « La mobilisation ne se mesure pas au nombre de manifestants ».
Ah bon, très bien. Ouais. Dans un sens, il a un petit peu raison, parce que lorsqu'on fait le bilan de toutes les mobilisations et manifestations du printemps dernier, sans remonter même jusqu'à la loi travail de 2016, on peut dire que ça n'a pas donné grand-chose, que le pouvoir n'a pas vraiment plié, même s'il a parfois fait des mini-concessions, mais rien de très révolutionnaire. Alors, moi, je m'attendais à une manifestation famélique et j'ai été agréablement surprise. Tout d'abord, dans le métro, pour arriver jusqu'à la gare Montparnasse, d'où partait le cortège, ma rame était pleine d'une bande de jeunes qui chantaient le grand classique slogan anticapitaliste et qui étaient venus pour protester contre Parcoursup. Je crois d'ailleurs, Lauriane, que la fac de Tolbiac a été bloquée ce matin. Tout à fait, elle a été bloquée puis brièvement évacuée par la police. Les étudiants qui étaient à la fac sont donc venus rejoindre la manifestation et certains d'entre eux ont rejoint le cortège de tête que les policiers n'ont évidemment pas résisté à gazer, d'où les nuages qu'on a vus sur le compte Twitter de Radio Parleur. Alors, c'était assez pénible parce que j'avoue que j'étais naïvement venue sans mon matériel avec l'été. On oublie un peu les précautions à prendre avant d'aller en manif. Je n'avais ni lunettes de plongée, ni sérum physiologique et surtout pas envie de me faire gazer. Je me croyais à l'abri sous les ballons colorés des syndicats et j'ai eu tort car j'ai quand même pas mal reniflé à partir de la place d'Enfer Rochereau. Larme, Lauriane. Oui, tout à fait. Et, malgré mon recul, parce que je suis partie aller me réfugier un petit peu derrière la sono de Sud Santé et j'ai pas mal regretté parce que la musique était assez, douloureuse pour les oreilles sensibles. Mais au moins j'ai pu discuter avec une cheminote donc, qui s'appelle Laura, qui est agent de circulation sur la région Paris-Nord et membre du syndicat Sudrail. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'on pouvait dire aux gens qui n'avaient plus envie, qui ne croyaient plus aux manifestations. À mon avis, le problème, c'est que si tout le monde dit ça, en fait, on est foutu, quoi. C'est le patronat qui a gagné, c'est le gouvernement qui a gagné. Donc, bien évidemment que c'est important de venir manifester, descendre dans la rue, mais aussi pour se poser la question et pas attendre à chaque fois qu'on nous appelle, qu'on nous dise il faut venir ce jour-là parce que c'est important, mais que nous-mêmes, on commence à réfléchir ce qu'il faudrait faire. Et ça, pour que nous-mêmes on commence à réfléchir ce qu'il faudrait faire, il faut se retrouver, il faut se voir, il faut être en manif, il faut être en grève. Quand chacun est au boulot, chacun est dans son coin, chacun est dans son poste d'aiguillage, en train de conduire un train, en train de vendre un billet, à ce moment-là, on ne peut pas discuter parce qu'on est en train de faire autre chose. Donc pour nous, la grève, c'est aussi un moment où on se retrouve, où on manifeste certes, mais surtout on se retrouve, on discute et on pense à la suite et on essaie de décider quels sont nos moyens d'action, quels sont les moyens d'action qu'on a envie de mettre en place. À quoi servent encore les manifestations finalement ? S'il vous plaît ? Oui. La mensuelle de Radio Parleur en direct sur Radio Campus Paris mardi dernier, ça a été l'occasion de poser la question à un chercheur, Dominique Andolfato, professeur de sciences politiques à l'Université de Bourgogne. Si les gouvernements ou les employeurs sont quand même très attentifs à ce qui se passe sur le front syndical. Et en permanence, ils essayent de prendre la température syndicale ou la température sociale. Et même si c'est difficile à démontrer, ça a quand même des conséquences sur les décisions qui vont être prises. Par exemple, si on prend des manifestations ou des grèves assez récentes au printemps dernier, je pense que tout le monde s'en souviendra, là, qui ont touché les chemins de fer. Il y a eu plusieurs grèves qu'on a dit perler. Enfin, les cheminots se sont mis en grève de 2 ou 3 jours tous les 5 jours. Ça a duré tout le printemps pratiquement. À l'arrivée, on a eu le sentiment que c'était un mouvement qui était perdant, puisqu'en fait la réforme ferroviaire n'a pas été rapportée, elle a été maintenue. Mais ce que les journaux économiques ou les gazettes syndicales ont quand même révélé, en tous les cas certains journaux syndicaux, ou le Canard enchaîné par exemple, il a fait d'excellents articles sur le sujet, ont montré quand même que les syndicats qui à un moment donné ont voulu négocier la sortie de grève, notamment la CFDT et l'UNSA, pour sortir de la grève, ont quand même réussi à obtenir ou à arracher par exemple ce qu'on a appelé le sac à dos social pour les conducteurs de locomotives, également le fait que les ordonnances Macron concernant la réforme des... Alors tout ça est assez technique. Mais je me permets juste de vous couper là-dessus et de faire réagir notre invité qui est toujours en plateau, Xavier Piémont. Est-ce que pour vous, ce qu'est en train de dire Dominique Andolfato sur que la grève périodique ait permis de négocier certains points, le sac à dos social par exemple, est-ce que pour vous c'est une avancée ? Est-ce que c'est un garde-fou ? Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu considéré comme une victoire ou pas du tout ? Moi, personnellement, je trouve pas ça comme une victoire, parce que la victoire, ça aurait été le retrait, tout simplement, de ce pacte ferroviaire. Donc ça, c'est
j'ai envie de dire, gratter des miettes. En tant que cheminot, j'ai pas envie de gratter des miettes. Mais la manif en elle-même ne suffit plus. Il faut investir, j'imagine, les réseaux sociaux. Il faut investir par des opérations coup de poing. Il faut inventer de nouvelles formes, non ? Oui, bien sûr, par-dessus le marché, voilà, il faut se mobiliser, etc. Il faut être en permanence sur plusieurs fronts. Mais je reviens encore sur quelque chose que je disais tout à l'heure, et je viens de le redire à l'instant. C'est avant tout avoir des adhérents. Convaincre des gens de vous rejoindre, etc., faire beaucoup d'efforts, peut-être renouer avec un petit peu plus de syndicalisme de service, si on parle du syndicalisme, etc. Enfin, le nerf de la guerre, ce sera avant tout d'avoir des troupes, d'avoir des... En Allemagne, quand on veut impressionner les employeurs, eh bien, il faut que les syndicats alignent des cohortes d'adhérents, etc., montrer qu'ils sont vraiment majoritaires et avoir des adhérents en chair et en os, et pas seulement des électeurs aux élections. Moi, j'allais justement prendre le contre-pied de ce que vous dites, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'on entendait Philippe Martinez dans une tribune du Monde qui parlait de l'immigration. Est-ce que justement investir pour un syndicaliste un terrain qui n'est pas le travail et se positionner sur d'autres sujets, enfin en lien avec le travail, mais est-ce que c'est pas inédit, est-ce que c'est pas une stratégie qui fonctionnerait comme les nouveaux mouvements sociaux qui investissent tous les terrains finalement ? Oui, mais qu'est-ce que les mouvements sociaux ont vraiment obtenu ? C'est quelque chose, ils sont sympathiques, ils sont actifs, etc. Mais est-ce qu'ils peuvent se prévaloir de résultats à la hauteur, je sais pas, pardonnez ma comparaison, mais je sais pas, le Front Populaire, mai 68, etc. Non, un syndicat, sa raison d'être, c'est avant tout la défense professionnelle, la défense d'intérêts professionnels. Il faut justement pas qu'il s'écarte de cette dimension-là. C'est ce qui fait sa force, c'est sa raison d'être. Dès lors qu'il prend une dimension plus politique ou plus dès lors qu'il sort de ce champ, les salariés vont le laisser tomber. Pour vous, ça brouille les lignes, c'est moins opérant. Voilà, il faut chacun sa raison d'être. Quand on est un syndicat, la raison d'être du syndicat, c'est la défense professionnelle. Ce sont des questions économiques et sociales. Bon, évidemment, ils vont être à un moment donné la question de l'immigration, ils vont la rencontrer, mais c'est pas la première question. C'est vrai que dans le moment de la lutte, lorsque le cercle des syndiqués se réduit comme peau de chagrin, le combat devient difficile. Sous le soleil d'octobre, les ouvriers de Ford-Blanquefort ne bronzent pas. Ils sont une petite trentaine à tenter de se défendre un peu contre leur direction, qui, après plusieurs années de maintien de l'usine à flot, et pendant que l'entreprise empochait les aides de l'État, a mis fin à l'activité de Ford-Blanquefort. Philippe Poutou. Je suis à l'usine, moi, depuis un peu plus de 20 ans et je travaille à la maintenance. Donc moi, Gilles Lambersan, bientôt 30 ans d'ancienneté. Ouais, je vois d'ailleurs qu'il y a marqué 25 ans d'ancienneté au mur là-bas. Blanquefort, même pas mort. C'est ça, c'est l'idée, c'est Blanquefort, même pas mort ? Oui, bien sûr, mais nous, c'est l'équipe syndicale, comme ça. Je veux dire, on est déterminés, on est une super équipe syndicale, on fait beaucoup de choses. Et je voudrais revenir sur la fatalité. Malheureusement, je crois que les collègues s'appuient un peu trop sur cette équipe dynamique. Alors, on va dire, on va pas être prétentieux, mais on fait des choses super. Et les collègues, justement, nous font peut-être trop confiance et on leur dit quand même, venez derrière nous, impliquez-vous. Même si nous, voilà, on est porteurs, on est demandeurs, il faut vraiment que les salariés aussi s'impliquent et soutiennent toutes les démarches que l'on peut faire. Manifester sert donc à quoi ? À se compter ? À se rassurer ? À montrer qu'on existe et à se rencontrer ? On peut donc encore dire qu'en 2018, la manifestation est un moment politique. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Dès le débarquement, prévoir des centres fermés, organiser des procédures rapides d'examen des situations, reconduire rapidement ceux qui n'ont pas droit à l'asile. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable... Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Eh ben, on n'est pas sorti du sable.